On poursuit avec la communication de Sébastien Thoron sur un modèle d'architecture circulaire, les établissements enceintes palissadées de type Ringborg, au bronze final en Bretagne et en Angleterre, construction symbolique et défensive. 15 minutes plus petit délai. Merci, merci. Hop, c'est bon. Je suis prêt. Donc cette communication que je vous propose là est en fait le fruit d'un ensemble de réflexions que j'ai menées suite à la découverte d'un site en Centre-Bretagne, donc le site de Ménéac. Donc je vous propose ici en fait de vous présenter tout d'abord ce site assez rapidement, et puis après de vous amener sur les quelques champs de réflexion que j'ai portés et sur l'aspect défensif de ce site. Enfin, en tout cas, c'est les critères qui me font voir dans ce site un aspect fortification, et aussi sur la symbolique même du site circulaire et de sa géométrie. Donc pour commencer... Ah oui, il ne faut pas que je me trompe, parce que je fais à moitié là, moitié là. Voilà. Pour commencer, donc, la découverte du site de Ménéac en Centre-Bretagne, du coup, a eu lieu en 2018 suite à une fouille préventive sur une extension de carrière, avec une fouille menée sous la direction de ma collègue Nolwenn Lefaou. On a affaire ici à une enceinte circulaire de 41 mètres de diamètre qui enclôt une surface de 1300 mètres carrés, enceinte composée de 88 trous de poteaux et de au moins 2 systèmes importants d'entrée sur tranchées de fondation et d'autres axes de circulation dans cette enceinte. Vous avez ici un petit plan interprétatif sur lequel je ne vais pas m'appesantir trop parce que sinon je n'aurai pas le temps, et surtout je vous renverrai pour plus de détails architecturaux et d'une part au rapport de fouille qui est bientôt publié, mais également à la publication de ce site dans le colloque Abata qui avait lieu à Lille en 2019. Mené notamment par Yann Lorrain et Emmanuel Langelin, qui m'ont certifié qu'effectivement la publication était bientôt sous presse. Et donc vous retrouverez une grosse partie des détails architecturaux, notamment des bâtiments sur lesquels je vais pas revenir. Juste pour préciser, donc cette enceinte circulaire, elle contient un bâtiment principal formé de 2 absides, un bâtiment d'un peu plus de 100 mètres carrés de surface, ouvert lui-même au sud, ça a son importance par rapport aux axes dont je vais vous parler après. À l'avant de ce bâtiment, donc devant cette entrée sud, ici, vous avez la présence d'un petit vase silo typique du bronze final, et au nord, vous avez une petite annexe circulaire probablement de stockage. J'y reviendrai aussi en comparaison avec les autres sites auxquels je vais faire référence, notamment en Angleterre. Du coup, vite fait sur le mobilier, très peu de mobilier qui a été mis au jour, je vous disais, un petit peu de céramique bronze final, notamment avec ce vase silo. Par contre, un élément important, c'est la présence d'une activité métallurgique qui a pu être mise en évidence avec la présence d'une hache polie en dolérite qui était employée comme comme marteau de métallurgiste. Et aussi un petit peu d'activité agricole. Alors si on place cette annexe circulaire au nord comme un possible bâtiment de stockage, le vase silo également qui pourrait renvoyer à une activité de stockage de denrées alimentaires, et aussi la présence d'une meule dans les calages de poteaux d'un des bâtiments. En bas à gauche, vous avez le tableau chronologique qui correspond aux datations C14 qui ont été faites sur ce système. Les datations au bronze moyen sont à prendre avec des pincettes parce qu'il est possible qu'on ait eu des effets vieux bois, mais quand même j'aurais envie de voir un site initié dès le bronze moyen, mais c'est surtout au bronze final, l'étape moyenne du bronze final entre 1200 et 1100 qu'on a une concentration des datations plus précises ici qui correspondent plutôt au mobilier céramique, aux quelques éléments de mobilier céramique. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, le site est occupé dès le bronze ancien. On a ici un peu en filigrane là, un petit morceau de bâtiment type bâtiment en amande qui montre une occupation et qui démarre dès le bronze ancien sur ce promontoire. Alors oui, du coup, un promontoire. Hop.
crois que les piles, elles nous lâchent. Ou c'est moi qui appuie pas. Oui, voilà. Donc du coup, un site de hauteur, c'est le premier élément de réflexion qui m'amène à voir dans cette enceinte un système fortifié. Comme sur beaucoup de sites de hauteur fortifiés finalement de l'âge du bronze, Ménac échappe pas à certaines règles. On est ici sur un léger replat d'un relief granitique. Du coup, vous voyez la position du site ici. Elle est quand même en contrebas d'un point culminant à 170 mètres juste au-dessus. Mais par contre, la configuration est assez intéressante parce que sur ce replat, il est encadré en fait de 2 vallons secs ici et ici, qui encadrent parfaitement en fait ce petit promontoire. Donc une position, encore une fois, topographique, géographique assez stratégique. Qui a conservé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui une certaine forme de continuité, puisque le toponyme même du site, c'est l'Épinefort. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer longuement qu'effectivement il y a un caractère promontoire assez évident. Le deuxième élément ici architectural qui laisse sous-entendre qu'on aurait affaire à un système fortifié, ce sont les dispositifs d'entrée, chose assez peu courante, au moins pour l'âge du bronze en Bretagne. Après, je n'ai pas tous les exemples en tête pour le reste de l'âge du bronze, mais des systèmes d'entrée ou des systèmes de passage sur tranchées de fondation, c'est pas si courant que ça pour l'âge du bronze. Ici, vous en avez du coup 2 avec le premier système au nord-ouest ici. Vous avez un détail en haut à gauche avec des dispositifs de très courtes tranchées de fondation renforcées par des systèmes de poteaux à l'extérieur qui laisseraient penser à une élévation de type porche, portique d'entrée. Ou aussi probablement un système de fermeture mobile de l'accès à l'enceinte. Et en bas à gauche, ce que moi je qualifierais d'entrée principale, un autre dispositif sur tranchée de fondation, là pour le coup à poteau jointif. Vous verrez sur la diapo d'après un autre détail, mais on voit assez bien ici le système de tranchée de fondation, avec là aussi peut-être l'installation d'une élévation type porche d'entrée ou portique, en tout cas à caractère monumental. Pardon, est-ce que tu peux revenir en arrière d'une diapo? J'ai aussi appuyé trop vite. Voilà, du coup, quelques points de comparaison qui me sont venus sur ces éléments d'entrée en tranchée de fondation. Ce sont la typologie des entrées en fait, qu'on retrouve plutôt sur les établissements ruraux enclos du premier âge du fer, notamment dans le centre-est de la France. J'ai repris ici une planche de Christophe Matet qui avait fait la typologie de quelques-unes de ces entrées. Qui est, je pense, les systèmes qui se rapprochent le plus de ceux de Ménéac. Là, on a des entrées qui font 1,80 m de large. À Ménéac, celle du nord-ouest notamment, c'est juste 70 cm le passage. Donc, on n'est quand même pas dans la même gamme d'architecture, mais n'empêche que les correspondances sont assez intéressantes. Voilà pour les éléments vraiment caractéristiques fortifiés des entrées. Maintenant, je vais venir sur une autre réflexion qui m'est venue suite à l'observation de cette enceinte circulaire. C'est sa géométrie en elle-même, assez spécifique, une géométrie radiale en fait, qui se base sur en fait, un centre et un contexte environnement à ce centre qui est répétitif ou continu. Donc en fait ici le centre du cercle idéal en fait, que forme l'enceinte circulaire de Ménéac se situe exactement au cœur du bâtiment central, entre les 2 absides en fait. Et ce serait un modèle radial qui se base sur les 4 points cardinaux que j'ai calqués à partir de ce centre du cercle, et avec des trous de poteaux qui se juxtaposent sur tout le pourtour de l'enceinte, sont une géométrie assez régulière de 5 degrés, qui est assez surprenante, en tout cas continue sur tout le pourtour de l'enceinte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différentes symétries que vous pouvez observer ici. Je vais mettre l'accent uniquement sur, par exemple, vous voyez un peu le dispositif ici sur l'axe nord qui correspond exactement à son opposé au sud, et 2 symétries radiales qui, elles, sont complètement désaxées par rapport au centre et qui correspondent exactement à l'axe des systèmes d'entrée, mais qui ont quand même en eux-mêmes une symétrie radiale, puisque en fait, on a des correspondances entre les trous de poteaux nord et sud, ici et ici, toujours avec cet angle régulier de 5 degrés. Du coup, après, je me suis amené à réfléchir sur les distorsions même de l'enceinte palissadée.
Pourquoi, effectivement, s'ils avaient voulu faire une géométrie parfaite sur cette enceinte circulaire, ils auraient pu le faire. Voilà, c'est bon. Si effectivement ils avaient voulu faire une construction idéalement circulaire sur un schéma idéal avec un terrain libre de contraintes, ça aurait été tout à fait possible. Là j'ai pris l'image de la ville fortifiée de Palma Nuova en Italie du Nord, et sur des constructions assez typiques entre guillemets de fortification, de ville fortifiée idéale ou de schéma à la Vauban. C'est pas le cas de Ménéac. Ménéac, en fait, l'enceinte subit de nombreuses distorsions, et son tracé planimétrique a, selon moi, dû être déployé selon plusieurs contraintes qui ont conduit à lui faire perdre sa symétrie parfaite. En fait, le terrain qui a été choisi pour la construction de cet ouvrage implique, à mon avis, une interdépendance entre des contraintes naturelles et des appuis utilisables dans une stratégie défensive. En fait, si une stricte symétrie radiale avait été l'objectif même des bâtisseurs de l'âge du bronze, de telles anomalies dans le tracé de la palissade auraient été évitées, au profit de la conservation de la forme circulaire originelle, avec un aspect assez strict, idéal et symbolique, sur lequel je vais revenir juste après. Mais là, en fait, à contrario, on a, selon moi, une construction à but défensif, parce que les contraintes du milieu ont été intégrées pour l'aménagement même de la palissade et ont dû influencer sur cette symétrie. Ainsi, il est probable que dans le secteur sud-est, ici, on a l'affleurement du rocher granitique, ou encore que les différents chablis qui ont été mis au jour sur le pourtour de l'enceinte aient pu jouer un rôle dans la constitution même de l'enceinte palissadée, et donc avoir finalement un rôle dans l'élaboration d'un ouvrage défensif. Voilà un peu pour les caractéristiques, on va dire, défensives de l'enceinte de Ménéac. Je vais passer maintenant à un autre groupe de réflexion qui concerne plutôt l'approche symbolique même de cette structuration radiale et du schéma de la taille de l'enceinte et de la régularité du cercle. Donc cette seconde réflexion est venue d'une observation assez simple qui est une réalité finalement tout autour de nous, sur la structuration radiale qu'on retrouve et que l'on observe assez facilement dans la nature. Vous en avez quelques exemples ici. Selon différents ordres, systématiquement, vous avez ici des structures d'ordre 4, 5, 12 ou 15. La plupart ont été employées par l'homme à différentes étapes, soit artistiques, soit architecturales. On en retrouve aussi des structurations radiales dans les pictogrammes de l'âge du bronze de la vallée des merveilles. Du coup, construire cette enceinte sur un modèle radial était finalement peut-être le fruit juste d'une observation de la nature qui a été après transposée dans la géométrie même de l'enceinte. Ce qui est assez intéressant là... Ah oui, déjà, okay. Je vais aller plus vite. Du coup, ce qui est assez intéressant là, et ici je renvoie à des travaux qu'Emmanuel Guéquer avait fait sur l'enceinte néolithique de Saint-André-sur-Orne, que vous avez ici en bas à gauche, et je vais passer assez vite sur ces diapos-là, mais je veux surtout vous amener à regarder cette similitude dès le néolithique de l'enceinte palissadée de 1500 m², une enceinte d'à peu près 40 mètres de diamètre, qu'on retrouve dès le néolithique dans les Timber Circles en Angleterre, qui est à peu de choses près la taille de l'enceinte qui a été vue à Saint-André-sur-Orne. Ce choix d'enceinte de 1500 m², on va le retrouver encore à l'âge du bronze, avec ici dans les grandes enceintes cultuelles de l'âge du bronze que sont le sanctuaire de Pommelt en Allemagne ou de Stonehenge. Encore une fois, la possibilité de calquer cette enceinte de 1500 m² sur du moins la palissade primitive pour le sanctuaire de Pommelt. Et chose intéressante à Stonehenge, c'est les groupes de palissades sur poteaux en bois, Y et Z, qui elles sont datées du bronze moyen, qui sont juste derrière les mégalithes bien connus de Stonehenge, et qui, du coup, ces deux enceintes circulaires sur poteaux sont datées de l'âge du bronze. Donc une ancienneté, une continuité de l'enceinte de 1500 m². Bon, je vais pas passer là-dessus. Là, c'était pour ramener en fait... dans le contexte local des architectures funéraires de l'âge du bronze et des architectures domestiques également de l'âge du bronze, juste pour rappeler qu'en fait ils n'arrêtent pas de faire des cercles partout, ça devient un peu fou. Ils font des cercles en maison, ils font des cercles en funéraire, ils savent les faire parfaits quand ils veulent. Mais surtout dans le complexe Manche-Mer du Nord, Ménéac rejoint un ensemble d'autres architectures à enceinte fortifiée, donc le type Rimworks, qui avait été mis en évidence en Angleterre par Stuart Needham, dans une synthèse qu'il avait fait au colloque de Lons-le-Saunier dans les années 90, qui sont les exemples ici que vous avez en bas, enfin en tout cas pour Mooking Northing et Springfield Lions. Bishop's Down, je vais y revenir plus précisément, plus rapidement après. Et pour le nord de la France, enfin pour la France en tout cas, dans le complexe Manche-Mer du Nord,
Deux exemples, mais je vais passer beau et surtout revenir sur Malville, Malville-sur-le-Bec, donc en Normandie, dans le Calvados, qui est une enceinte de 52 mètres de diamètre avec un système extérieur un peu plus grand que celui de Ménéac. Mais si on prend uniquement la palissade interne, encore une fois, vous voyez que sur tous ces exemples, on peut recalquer l'enceinte de 1500 mètres carrés. Pourquoi ça, c'est une bonne question, mais en tout cas, elle est des exemples anglais ou continentaux toujours présentes. Rapidement, du coup, pour les points communs entre l'enceinte de Ménéac et les exemples de Ringworks anglo-saxons, c'est systématiquement ici, sur les trois exemples que vous avez, un bâtiment central circulaire, des bâtiments annexes également circulaires. Le jumeau même de Ménéac, bien que l'enceinte en elle-même est légèrement plus grande, mais celle de Bishopsdown, qui était fouillée en 2014, montre également une entrée nord-ouest sur tranchée de fondation, un système d'accès au sud-est, un bâtiment central que les auteurs disent ouvert au sud, avec un vase silo également présent, et d'autres bâtiments ici circulaires qui avaient été mis en évidence. Et également encore ces distorsions dans l'enceinte circulaire parfaite, entre guillemets, distorsions qui, je pense de la même manière qu'à Ménéac, sont des éléments naturels qui ont pu jouer un rôle dans l'aménagement défensif. Je passe sur cette diapositive qui était de juste replacer Ménéac dans les habitats fortifiés, dans les sites d'habitat du bronze moyen final en Bretagne, pour dire qu'on a des sites de hauteur fortifiés, un qui avait été fouillé à Moron ici, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions d'habitat, mais Ménéac par contre rejoint dans ces dimensions des habitats ouverts ou des habitats enclos quadrangulaires du bronze final. Et je m'arrête là. Voilà, je vous remercie de votre attention. On te relancera la discussion pour que tu nous dises la fin. Merci.